bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits d'un ouvrage fascinant, Le Livre des Esprits d'Allan Kardec. L'idée qui frappe tout de suite, c'est cette notion qu'il y aurait un monde invisible juste à côté du nôtre. Oui, un monde peuplé d'intelligence, les esprits, comme ils les appellent. Exactement. Et donc, notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça, comprendre, d'après ces textes, qui sont ces esprits, comment ils interagiraient avec nous. Et quelle vision globale du monde ça propose, en fait? C'est une exploration de la doctrine spirit telle que présentée par Kardec dans ses passages. Alors, allons-y. Pour commencer, la base. Qui sont ces esprits? Le texte dit quelque chose d'assez surprenant. Ils ne seraient pas complètement immatériels. Et c'est ça, et c'est un point clé. Kardec ne parle pas d'immatérialité absolue, il les décrit comme ayant un corps, si on peut dire, fait d'une matière quintessentielle. Quintessentiels, c'est-à-dire? Une matière extrêmement subtile, qui échappe à nos instruments, à nos sens habituels, très différente de notre matière dense. Quant à leur origine, ça reste un peu un mystère. D'accord. Mais l'idée, c'est qu'ils existent avant et après notre corps physique. Tout à fait. Ils préexistent et survivent. Et il y a une hiérarchie entre eux. Ah oui, on va? Une sorte de classement. Basé sur quoi alors? Principalement sur leur degré de perfectionnement moral et intellectuel. Kardec distingue en gros les esprits imparfaits, encore très liés à la matière, disons, Ok. les bons esprits, plus détachés, guidés par le bien, et enfin les purs esprits qui auraient atteint une sorte de perfection. Et ils ne seraient pas juste là à flotter, ils agiraient. Ah oui, constamment, selon le texte. Ils influenceraient le monde moral, nos pensées, et même le monde physique. Nos pensées mouvantes, ça interpelle tout de suite sur notre libre arbitre, non? Comment ça marcherait? C'est une question centrale. D'après Kardec, l'influence est une suggestion, jamais une contrainte absolue. Les bons esprits nous poussent vers le bien, les autres peuvent inciter au mal, mais l'humain garde le choix. D'accord. Et pour la communication plus directe, les fameuses tables tournantes, tout ça. Oui, alors les textes décrivent une évolution. Ça aurait commencé par des manifestations assez simples, des coups frappés, des objets qui bougent pour répondre oui ou non. Les tables, voilà. C'est ça. Puis, des méthodes plus complexes seraient apparues, comme l'écriture via un médium, avec une corbeille, une planchette, permettant des messages plus longs, plus détaillés. Et ce qui est frappant, c'est que Kardec insiste, ce seraient les phénomènes eux-mêmes qui se seraient présentés comme venant d'esprit. Pas une théorie a priori. Oui, il soutient que l'intelligence derrière s'est réveillée d'elle-même. Le médium, lui, est juste un intermédiaire, un instrument. Mais comment elle répond à l'objection évidente? Et si tout venait du médium lui-même? Il donne plusieurs arguments. Par exemple, des messages qui contiennent des informations que le médium ignore totalement. Ou encore des changements très nets de style d'écriture, de personnalité, attribués à différents esprits communiquant par le même médium. Bon, ça nous mène tout droit à un autre gros morceau, la réincarnation. Ah oui, incontournable dans cette doctrine. C'est présenté comme une loi naturelle fondamentale. Une loi naturelle. Pourquoi faire? Pour permettre le progrès de l'esprit, chaque vie sur Terre serait une étape, une chance d'expier des fautes passées, d'apprendre, de développer des qualités morales. Un cheminement lent vers la perfection. Et il précise bien que ce n'est pas la métempsychose, hein. Pas question de revenir en animal si on a été humain. Non, absolument pas. La progression se fait toujours au sein de l'espèce humaine, ou alors vers des mondes jugés plus évolués. C'est toujours vers le haut, ou du moins une progression en spirale. Et ça expliquerait les inégalités à la naissance, hein. Les conditions de vie si différentes. C'est présenté comme ça, oui. Une forme de justice divine sur le très long terme. Chacun aurait les mêmes chances au final, à travers la succession des vies. Et un point assez étonnant, Oui. le texte suggère que c'est souvent l'esprit lui-même qui choisit ses épreuves avant de s'incarner en fonction de ce qu'il a besoin d'apprendre ou d'expier. Choisir ses propres difficultés. C'est assez vertigineux comme idée. Et on oublie tout ça en naissant? Pourquoi? L'oubli des vies passées est vu comme une nécessité presque, une bénédiction, pour ne pas être écrasé par le poids des souvenirs, des erreurs passées et pouvoir affronter l'existence présente avec plus de liberté. Mais il resterait quelque chose, une vague idée. Oui, une sorte d'intuition, ce que Kardec appelle les idées innées, ou la voix de la conscience, des échos, des acquis antérieurs en quelque sorte. Bon, évidemment, tout ça, ça a dû faire grincer des dents. Et ça continue. La science matérialiste, par exemple.
Qu'est-ce que Kardec répondait à ça? Son argument principal, c'est que les domaines sont différents. La science, dit-il, étudie la matière, qu'on peut manipuler, analyser. Le spiritisme, lui, postule l'intervention d'intelligences libres avec leur volonté propre. Donc, les méthodes scientifiques classiques ne s'appliqueraient pas. C'est son point de vue. Ce ne serait pas le bon outil, car on n'est pas face à de la matière inerte, mais à des volontés, deux logiques différentes. Et face aux accusations de fraude, de supercherie, ou l'idée que tout ça c'est juste le diable. Il admet que des fraudes existent, bien sûr, mais il pense que l'ampleur des phénomènes partout dans le monde et le sérieux de beaucoup de témoins, ça ne peut pas être que de la supercherie. D'accord. Quant à l'idée du diable, il trouve ça illogique. Pourquoi Dieu, s'il est bon, ne permettrait qu'au mal de se manifester de cette façon? Ça ne colle pas, selon lui. Il y a des esprits de tout niveau, donc des bons et des moins bons. Ce qui expliquerait aussi pourquoi les messages reçus peuvent parfois sembler contradictoires. Exactement. L'explication donnée, c'est le niveau d'évolution des esprits qui communiquent. Un esprit encore ignorant ou léger ne donnera pas la même vision qu'un esprit plus sage. D'où la nécessité pour les humains de trier, d'analyser, de ne pas tout prendre au pied de la lettre. Donc, si on essaie de synthétiser un peu la vision qui se dégage de ces extraits, on a un univers où le visible et l'invisible coexistent et interagissent. C'est ça, un monde peuplé d'intelligence, les esprits, qui nous influencent, avec qui une communication est possible. Et où chaque âme individuelle suit un long parcours d'évolution à travers plusieurs vies, gouvernées par des lois morales de cause à effet. Voilà, c'est une bonne synthèse de la perspective offerte ici. Une vision où la conscience n'est pas limitée à une seule vie terrestre, mais s'inscrit dans un processus bien plus vaste de progression. Et pour laisser matière à réflexion, une idée qui découle un peu de tout ça, si ces esprits, comme le suggère Kardec, forment une sorte d'échelle immense d'intelligence entre nous et, disons, le principe créateur, quelle place ça donne finalement à l'intelligence elle-même sous toutes ses formes, dans la structure fondamentale de l'univers? C'est une question assez vertigineuse pour